Le Louvre, un des plus vastes palais du monde. Une ancienne résidence royale agrandie, embellie au fil du temps. 8 siècles d'histoire de l'architecture sont ici résumés. L'édifice entier est maintenant converti en musée dans l'intérêt de tous. Derrière ces murs, parmi les chefs-d'œuvre qui nous attendent, certains visages vivent depuis 5000 ans. Le pavillon de flore contourné, on aborde le Louvre par une porte symbolique, l'Arc de Triomphe de Carousel, édifié durant le règne de Napoléon Ier. Au fond et alentour, des façades homogènes, la plupart construites quand Napoléon III entreprit pour le musée et surtout pour l'administration impériale une extension du vieux Louvre. Des statues d'hommes célèbres sont juchées sur les terrasses entourant la cour. Sur un haut socle, une statue équestre fougueuse, c'est Louis XIV par le Bernin. Plutôt que l'original en marbre, l'architecte Yau Ming-pei a préféré placer ici en 1989 un tirage en plomb gris foncé comme les toits du palais. Pei a conçu pour le musée du Louvre une entrée centrale souterraine couverte d'une pyramide de verre qui apporte lumière et volume à un immense hall d'accueil. L'architecte a voulu que cette pyramide soit transparente et reflète le ciel. Depuis l'intérieur, où l'on descend par un étonnant escalier hélicoïdal, la pyramide laisse visibles les façades du palais auquel elle conduit. 3 directions possibles, 3 noms, 3 régions du musée. Sully, pour les bâtiments qui entourent la cour carrée. Richelieu, pour ceux qui longent la rue de Rivoli. Denon, pour la partie qui s'étend au bord de la Seine. Sully était ministre des Finances d'Henri IV. Le cardinal de Richelieu était ministre de Louis XIII. Denon fut le directeur du Muséum central des Arts sous Napoléon Ier. Les 7 départements du Louvre se partagent les différents niveaux de ces 3 grandes régions. Antiquité orientale, antiquité égyptienne, antiquité grecque, étrusques et romaine, sculpture, objets d'art, peinture, art graphique. Région Richelieu. Le département des Antiquités orientales conserve les résultats de missions archéologiques françaises effectuées à partir du milieu du XIXe siècle en Mésopotamie, en Iran et dans les pays du Levant. C'est dans le sud mésopotamien, dans le pays de Sumer, qu'apparaît l'écriture, 3300 ans avant Jésus-Christ. Les premiers textes sont des documents de comptabilité. Des pictogrammes d'abord, des signes cunéiformes ensuite, servent à dénombrer des animaux ou à tenir le registre des récoltes. La sculpture, c'est une de ses plus anciennes fonctions, commémore des victoires. La stèle des vautours a été érigée vers 2450 avant Jésus-Christ par Eannatum, roi de Lagash, pour célébrer son triomphe sur la ville voisine d'Oumma. Le souverain, vêtu d'une jupe en peau de mouton, marche à la tête de ses troupes. Les ennemis sont capturés dans un grand filet. Ebi Il, haut fonctionnaire, l'équivalent peut-être d'un ministre des Finances, était vers 2400 avant Jésus-Christ intendant de l'imposante ville de Mari. Comme Eannatum, Ebi Il est vêtu de la jupe en mèche de mouton, le konakès. Les yeux sont de coquilles et de lapis lazuli. Le Louvre possède toute une série de figures de diorites noires représentant Gudea, prince de l'État de Lagash. Elle date d'environ 2150 avant Jésus-Christ.
Elles étaient destinées à perpétuer la prière du prince face aux divinités de la cité. Une des plus remarquables montre Gudea tenant contre sa poitrine un vase d'où jaillit l'eau, symbole de vie en flots poissonneux. Au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, Hammurabi règne à Babylone. Il impose son autorité sur toute la Mésopotamie. La stèle qui porte son nom, haute de plus de 2 mètres, le représente debout devant le dieu soleil Shamash. Une longue inscription en caractères cunéiformes, gravée dans le basalte, énonce près de 300 articles de jurisprudence se rapportant à la famille, au mariage, au divorce, à l'adoption, à l'héritage, au vol. C'est un des plus anciens recueils de lois de l'histoire de l'humanité. 1000 ans s'écoulent entre le règne de Hammurabi et celui de Sargon II, roi d'Assyrie, qui construit sa capitale près de Ninive, à l'emplacement de l'actuel village irakien de Khorsabad, en Mésopotamie du Nord. Les portes du palais étaient gardées par des taureaux ailés, à tête humaine et tiare divine. Des géants capables d'étouffer des lions personnifiaient la puissance et le courage, la bienveillance à l'égard des hôtes du palais et la menace vis-à-vis de ses ennemis. Les bas-reliefs ornant les cours et les salles du palais sur 2 kilomètres montraient des cortèges de dignitaires, des défilés de peuples vaincus ou bien des scènes de transport des troncs de cèdre provenant du Liban et destinés à la construction du palais. Région Sully. Dans l'aile nord de la cour carrée, le département des Antiquités orientales déploie ses collections iraniennes. Les pièces les plus célèbres sont issues des fouilles menées pour le compte du Louvre à la fin du XIXe siècle en Iran occidental et plus particulièrement à Suse. Darius y édifia à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ un palais qui précède celui dont il dota son autre capitale, Persépolis. Le palais de Darius à Suse comprenait une salle d'audience à colonnes, l'Apadana, dont le Louvre conserve un chapiteau. Ces murs étaient revêtus de briques d'argile émaillées, représentant des défilés d'animaux ou mettant en scène la procession des archers en robe d'apparat. De l'Orient ancien relèvent enfin les pièces originaires des pays du Levant, de Syrie du Nord et d'Anatolie, de Chypre et de Palestine, de Byblos, d'Ougarit, de Palmyre. Quelques décennies avant la redécouverte de l'Orient biblique, avec l'entrée au Louvre de collections égyptiennes, le musée se donne une nouvelle mission, celle d'exposer des documents archéologiques éclairant l'histoire générale de sociétés très anciennes. Aujourd'hui, le département des Antiquités égyptiennes répond exactement à ce principe formulé par son premier conservateur, le découvreur du système de l'écriture hiéroglyphique, Jean-François Champollion. Au rez-de-chaussée de la cour carrée sont présentés les grands thèmes de la civilisation pharaonique. Au premier étage, un parcours chronologique retrace l'histoire de l'art égyptien qui s'étend sur 4000 ans. L'antique civilisation du Nil a développé un artisanat très diversifié. Nous disposons ainsi de multiples témoignages sur la vie quotidienne, sur celle du moins des familles royales et de leur entourage, sur celle des courtisans et des fonctionnaires. Miroirs en bronze, harpe, lyre, tambourin. La vie quotidienne des anciens Égyptiens nous est d'autant plus largement restituée que ceux-ci pensaient aider les défunts à poursuivre leur existence dans l'au-delà en représentant dans leurs tombes ou dans les chapelles attenantes tout ce qui est nécessaire à la vie, que ce soit sous forme de maquettes, de barques, de maisons ou sous forme de scènes peintes et sculptées.
Akhététep est un personnage qui, vers 2400 avant Jésus-Christ, a reçu le droit d'avoir une tombe près de la pyramide du roi qu'il avait servi à Saqqara. Une chapelle a été édifiée sur la tombe. Cet ensemble se nomme mastaba en arabe. Les murs sont couverts de bas-reliefs figurant des scènes de navigation, d'approvisionnement, de capture d'oiseaux, de remise d'offrandes. Au début du Moyen Empire, vers 2000 avant Jésus-Christ, les tombes contenaient assez couramment des figurines d'hippopotames. On peignait sur la faïence les plantes du marais où l'animal vivait. Le défunt pouvait ainsi profiter pour toujours des joies de la chasse. Le Louvre, fidèle aux vues de Champollion, a organisé une disposition thématique évoquant ici l'écriture et l'activité des scribes, là les travaux des champs, ailleurs la parure ou les jeux. De vastes espaces ont été affectés à l'évocation du temple, depuis l'allée des Sphinx qui y conduit jusqu'à la perspective des cours et des salles successives aboutissant au Naos, au Saint des Saints, qui renfermait la statue divine. Les rites et le matériel funéraire sont présentés dans la crypte d'Osiris, où est placée la cuve en granit rose du sarcophage de Ramsès III. Une galerie réunit une imposante collection de cercueils dressés. Des salles, enfin, renferment des momies d'animaux ou mettent en scène des figurines de serviteurs funéraires. À l'étage s'offre un panorama de l'art égyptien, du 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au règne de Cléopâtre VII au 1er siècle avant notre ère. La stèle, dite du roi serpent, date de 3100 environ avant Jésus-Christ. Elle porte le nom d'un souverain de la première dynastie qui s'est identifié à Horus, le dieu faucon. Le serpent qu'on voit dans l'enceinte d'un palais est un hiéroglyphe se lisant « Dje ». La stèle est donc marquée du nom du roi Djet. La fonction du scribe est de première importance dans l'administration royale. Cette statue de calcaire peint a été trouvée par l'archéologue français Mariette en 1850 dans le cimetière de Saqqara. C'est un des chefs-d'œuvre les plus anciens et les plus connus de l'art égyptien. Les yeux, cerclés de cuivre, sont faits d'une pierre blanche incrustée d'un cône de cristal de roche. Le souverain, le pharaon, est représenté suivant des règles très stables qui rendent toutes ces effigies assez semblables. C'est le plus souvent grâce à une inscription que l'on peut identifier une statue de pharaon, ici celle de Thoutmôsis IV. Cependant, une individualisation des traits apparaît parfois, comme pour ces portraits d'Amenophis IV Akhénaton, dont le règne bouleversa, mais de façon éphémère, les canons artistiques en même temps que les rites religieux. Le Louvre d'aujourd'hui conserve les salles aménagées à partir de 1826 sous le règne de Charles X pour les collections dont Champollion venait de prendre la charge. Les œuvres des derniers siècles de l'Égypte pharaonique y sont exposées dans le décor conçu à l'époque par l'architecte Pierre Fontaine. L'Égypte a été hellénisée à partir des conquêtes d'Alexandre le Grand, puis romanisée. Dans un vaste espace souterrain propice à la réunion d'un important matériel funéraire,
L'Égypte romaine est représentée par des stèles, des cercueils de bois peint, des masques plastrons, des tentures, des portraits sur panneaux de bois, dont la plupart ont été trouvés dans l'oasis de Fayoum. Après la période romaine, l'Égypte antique tombe sous la domination des Grecs de Byzance. Les Coptes sont ainsi dénommés par déformation du mot grec Aegyptos, qui signifie égyptien, mais le terme est réservé aux Égyptiens christianisés. Le Louvre possède une grande collection d'art copte, installée désormais dans une partie du palais dévolue à l'Antiquité tardive. Cette collection comprend des tissus, des bronzes, des céramiques, ainsi qu'une église en partie reconstituée provenant du site de Baouit. Une célèbre peinture sur bois représente le Christ, à droite, posant son bras en un geste protecteur sur les épaules de l'abbé Ména, supérieur du monastère de Baouit. Ce panneau est vraisemblablement du début du 7e siècle. L'Égypte est entièrement christianisée lorsque les Arabes conquièrent le pays en 641. En moins d'un siècle après la mort du prophète Mahomet, les Arabes implantent l'islam, non seulement en Égypte et en Syrie, mais en Mésopotamie et en Iran. Ils pénètrent à la fois en Espagne et en Inde. Cette boîte cylindrique, dite pyxide, est d'un seul bloc d'ivoire sculpté à Cordoue au Xe siècle. Elle porte à la base du couvercle le nom du prince Al-Moujira. Ce bassin, réalisé en Syrie au début du XIVe siècle, est fait d'une feuille de laiton martelée, ciselée, incrustée d'or et d'argent gravé. Il a appartenu à l'ancien trésor royal de la chapelle du château de Vincennes, d'où son nom traditionnel de baptistère de Saint-Louis. Les ateliers d'Iznik, en Turquie, fournissaient au XVIe siècle la cour ottomane en objets de luxe. C'est à cette époque qu'a été fabriqué ce plat décoré de fleurs au milieu desquelles un paon semble se balancer. Les Turcs ottomans s'emparent de Constantinople en 1453. La disparition de l'Empire byzantin est généralement considérée comme la fin du Moyen Âge. Le département des objets d'art expose des œuvres issues de la culture byzantine, comme ce feuillet de diptyque du VIe siècle en ivoire, représentant probablement l'empereur Justinien triomphant, ou cette icône de lapis provenant du trésor de l'abbaye de Saint-Denis qui date de la première moitié du XIIe siècle. La patène de serpentine destinée à poser l'hostie pendant la messe est formée d'une soucoupe antique de pierre verte où sont incrustés 7 petits poissons d'or et d'une large monture couverte de pierres précieuses, œuvre d'un atelier carolingien travaillant sans doute à Saint-Denis même. La grande galerie des objets médiévaux met particulièrement en valeur les vases exécutés sous la direction de Sugère, abbé de Saint-Denis. Cette aiguière liturgique emploie un vase antique de porphyre que l'abbé lui-même eut l'idée de faire transformer en aigle. La Vierge à l'enfant qui vient du trésor de la Sainte-Chapelle a été réalisée par un de ces ateliers parisiens de l'époque de Saint-Louis qui firent durablement école dans l'art de l'ivoire. À partir du XIIIe siècle, les rois de France déposèrent dans l'abbaye de Saint-Denis les regalia, c'est-à-dire les objets utilisés lors du sacre, épée, éperon, sceptre. L'épée a peut-être servi pour le sacre de Philippe Auguste en 1179. Le sceptre est celui de Charles V. Avant de partir en croisade en 1190, Philippe Auguste ordonne d'entourer la ville de Paris d'un mur de protection. Devant ce rempart, une forteresse, le Louvre, surveillera la Seine face aux éventuels ennemis qui remonteraient le fleuve.
2 siècles plus tard, la ville s'est agrandie et la forteresse a perdu son rôle défensif. Charles V l'a fait transformer en résidence royale. Des fouilles ont mis au jour les soubassements de la forteresse. La pile du pont-levis est encore visible. Le château médiéval fut progressivement démoli au XVIe et XVIIe siècle pour laisser place au palais qui entoure ce qu'on appelle désormais la cour carrée. François Ier fit abattre le donjon. Puis il confia à l'architecte Pierre Lescot, secondé par le sculpteur Jean Goujon, le soin d'élever un bâtiment neuf à la place de l'aile occidentale du vieux château. La construction fut réalisée sous Henri II. Elle se prolongea sous le règne de ses successeurs par l'édification d'ailes nouvelles et s'acheva sous Louis XIV par celle de la colonnade de Claude Perrault et Louis le Vau. À l'extérieur de la ville, vers l'ouest, à 500 mètres du Louvre, un autre palais, celui des Tuileries, avait été édifié pour Catherine de Médicis à partir de 1563. Et Henri IV, de 1595 à 1607, avait fait relier les 2 résidences royales par la petite galerie et la grande galerie du bord de l'eau. Le Louvre donne partout à imaginer des épisodes de sa longue histoire, notamment pour la période où il a été le siège principal de la monarchie entre l'installation de François Ier à Paris et le départ de Louis XIV pour Versailles. Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines occupe des espaces qui sont particulièrement liés à cette période monarchique. Cependant, pour aborder ces collections chronologiquement, c'est vers une galerie basse, construite pendant le Second Empire, qu'il faut se diriger. L'art grec antique, dont l'histoire est représentée au Louvre sans discontinuité, apparaît d'abord de la manière la plus énigmatique avec les étonnantes idoles des îles Cyclades, qui ont près de 5000 ans. La petite statue connue depuis 1907 sous le nom de Dame d'Auxerre semble typique par l'attitude et le costume, par le matériau aussi, le calcaire, de la sculpture crétoise du 7e siècle avant Jésus-Christ. La Grèce du 6e siècle revit au Louvre avec cette haute statue féminine, une Corée, dédiée à la déesse Héra dans son sanctuaire de l'île de Samos. Et aussi avec ce marbre légué au musée par le collectionneur Georges Rampin. Un sourire se forme sur le visage d'un cavalier vainqueur. À la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Étrurie, qui ne s'était pas encore fondue dans l'ensemble romain, a vu l'apogée d'une civilisation spécifique. Un de ses chefs-d'œuvre est le sarcophage des époux, réalisé en terre cuite. Un couple de défunts d'une grande famille est représenté dans l'attitude traditionnelle du banquet. Le sarcophage des époux a fait partie des trésors accumulés au XIXe siècle par le marquis Campana, grand collectionneur romain, dont les biens furent mis en vente, achetés par Napoléon III et attribués pour partie au Louvre en 1863. C'est ainsi qu'entrèrent au musée non seulement des œuvres étrusques et des tableaux des primitifs italiens, mais aussi une collection de céramique grecque qui passe pour être la plus importante au monde. Parallèle à la galerie Campana, des salles aménagées pour le musée durant le règne de Charles X font suite à celles qu'utilisa Champollion. Depuis 1997, elles permettent d'exposer un fonds très riche de figurines et de reliefs grecs en terre cuite. Des statuettes féminines, des représentations familières témoignent de la production infiniment variée du monde grec du 7e au 1er siècle avant Jésus-Christ. À proximité, dans des espaces correspondant aux anciens appartements royaux, le regard est longuement retenu par toute la diversité des bijoux et des verres grecs ou de l'orfèvrerie romaine, dont un sommet est atteint avec le trésor de Boscoréal, découvert en 1895 dans une villa voisine de Pompéi. De la grande statuaire grecque en bronze, la majeure partie a été fondue très tôt pour servir à d'autres usages. Il en reste du moins le bel Apollon de Piombino qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ.
La victoire de Samothrace, située à l'origine sur un éperon rocheux surplombant la mer, pour commémorer une victoire navale, est dressée maintenant en haut de l'escalier qui a été construit pour elle. Aussi célèbre que la victoire de Samothrace, l'Aphrodite, découverte en 1820 dans l'île de Mélos, en mer Égée, est connue mondialement sous le nom de Vénus de Milo. Le guerrier combattant affronte sans doute un adversaire à cheval. Il portait un bouclier au bras gauche. La statue, découverte au sud de Rome au début du XVIIe siècle, a appartenu à la collection de la famille Borghese. Elle porte encore le titre de gladiateur Borghese. Une des salles du Louvre les plus chargées d'histoire, une des plus belles aussi, doit son nom aux cariatides sculptées par Jean Goujon, qui soutiennent une tribune destinée aux musiciens. Elle fut le lieu de fêtes mémorables et de complots meurtriers. Molière y donna des représentations devant le roi. À la fin du XVIIe siècle, on l'appela Salle des Antiques. C'est là qu'on disposa les collections royales de sculptures, en particulier les marbres grecs et romains. La salle des cariatides regroupe aujourd'hui des marbres de facture romaine qui reprennent des œuvres du dernier âge grec, sans qu'on sache toujours faire la part de la simple copie, de l'adaptation, de la variation ou de la dérivation par rapport à un hypothétique modèle classique. Marsyas, le vieux satyre, vaincu dans un concours musical où il avait osé défier Apollon, est suspendu à un arbre et s'attend à être écorché vif. Anne d'Autriche, régente pendant la minorité de son fils Louis XIV, avait ses appartements d'été au rez-de-chaussée de la petite galerie, là où subsistent les plafonds décorés par le peintre italien Romanelli. Les collections romaines du Louvre y sont maintenant installées. Elles comprennent toute une galerie de portraits. Livie, épouse d'Auguste, Agrippine, mère de Néron, l'empereur Caligula, l'empereur Adrien, les empereurs Lucius Verus et Marc Aurèle. La galerie des mosaïques donne une idée du décor des riches demeures privées. Ce grand tapis de marbre et de calcaire vient d'un faubourg résidentiel d'Antioche, aujourd'hui Antakya, en Turquie. Il date de la fin du 5e siècle. Au centre d'un semis de roses se dresse le phénix, l'oiseau qui renaît régulièrement de ses cendres, symbole d'immortalité. Quand cette mosaïque a été composée, l'Empire romain était en train de se défaire. Phénix n'est pas mort, la Renaissance a bien eu lieu. Au premier étage de la petite galerie, au-dessus des collections d'antiquités romaines, une longue salle a été conçue au XVIIe siècle par l'architecte Levaux et le peintre Lebrun. La galerie d'Apollon, glorifiant le dieu solaire, est la première manifestation du style Louis XIV. Elle est maintenant dévolue au département des objets d'art, qui y présente des œuvres d'orfèvrerie, des pierres précieuses, les diamants de la couronne. Le Muséum des Arts est ouvert au public en 1793. Il s'installe au Louvre, dans la Grande Galerie, dans le Salon Carré et dans la Galerie d'Apollon. Le peintre Hubert Robert a représenté la Grande Galerie à plusieurs reprises, telle qu'il la vit à l'ouverture du musée et telle qu'il la souhaitait. Le Muséum des Arts, longtemps réclamé, 100 fois projeté, exposait enfin aux yeux de tous les chefs-d'œuvre accumulés dans les collections royales depuis François Ier.
Ce souverain, amateur d'art, avait acquis entre autres tableaux 4 Raphaël, 4 Léonard de Vinci et son portrait qu'il avait commandé à Titien. Le département des peintures a disposé dans le Salon Carré le début de la collection italienne. La Vierge et l'Enfant en majesté entourés de 6 anges est une œuvre monumentale de Cimabue exécutée vers 1270 qui conserve de la tradition byzantine une disposition de face sur fond d'or mais où s'introduit déjà une douce modulation des volumes. Le Saint François d'Assise de Giotto est agenouillé, les mains, les pieds et le cœur touchés par des rayons émanant du Christ représenté comme un ange doté de 6 ailes. Giotto a étonné ses contemporains par l'intention nouvelle et le talent qu'il mettait à représenter un homme ordinaire dans un monde naturel. Les rayons dont est frappé saint François, ceux de la foi, sont peut-être finalement plus réels que les flèches qui transpercent saint Sébastien. L'art de Mantegna est symbolique, l'église vivante opposée aux ruines du monde païen. Et le peintre attache peut-être son principal intérêt aux formes, à l'anatomie du martyr, au pittoresque de la ville qu'on voit à l'arrière-plan. L'attention de Paolo Uccello s'est fixée obsessionnellement, dit-on, sur les effets de perspective. Elle porte ici tout autant sur la décomposition d'un mouvement qui se lie de droite à gauche. Des portraits se succèdent, peints par Pisanello, par Piero della Francesca, Antonello da Messina, Ghirlandaio, Raphaël. La Vierge à l'Enfant avec le petit Saint Jean-Baptiste, traditionnellement nommée la Belle Jardinière en raison de son paysage agreste, est une des plus célèbres madones de Raphaël. Une pyramide en rotation, a-t-on dit, de la composition de ce groupe formé de Sainte Anne, de la Vierge et de l'Enfant Jésus. Léonard de Vinci a laissé inachevé son tableau. Les glaciers bleuis par la densité de l'air paraissent plus étranges encore que le paysage qui s'étend derrière la Joconde. Le portrait de Mona Lisa a toujours été vu comme un chef-d'œuvre. À Fontainebleau, au Louvre, à Versailles, les rois le conservaient près d'eux. Bonaparte l'a voulu dans sa chambre à coucher du château des Tuileries. Mais on sait qu'en 1804, la Joconde se trouvait dans la Grande Galerie. Elle était déjà et est toujours une des gloires du musée. Aux questions que nous voudrions lui poser, pourquoi ce sourire assuré et incertain, pourquoi ce pouvoir de fascination, elle oppose un regard qui est lui-même un intense et paisible questionnement. Si les paysages de la Sainte-Anne et de la Joconde ont pu évoquer un monde primordial, c'est en revanche une lumière crépusculaire que Titien réussit à peindre dans la mise au tombeau où le cadavre du Christ sort à peine de l'ombre. Coloriste prodigieux, comme Titien, Véronèse travailla lui aussi à Venise. Il y réalisa cet immense tableau. Au cours d'un festin de noces à Cana, en Galilée, Jésus change miraculeusement l'eau en vin. Véronèse a transposé cet épisode de la vie du Christ dans un cadre qui est celui luxueux de la Venise du XVIe siècle.
À l'opposé de cet opéra aux 130 personnages, sur une autre scène qu'un rideau rouge théâtralise, une tragédie muette se joue devant nous. La Vierge Marie morte, les apôtres autour d'elle, tous ont l'air de gens ordinaires. Caravage rénove la peinture religieuse en introduisant le quotidien le plus humble dans la représentation sacrée. La très riche collection de peintures italiennes du Louvre se poursuit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La République de Venise connaît encore le faste et déjà la nostalgie, quand Francesco Guardi en glorifie la lumière passagère. Avec Gian Domenico Tiepolo, la fête surannée n'est plus qu'une gesticulation grotesque. Par comparaison, la collection de peintures espagnoles paraît bien limitée, mais elle compte des œuvres remarquables. Le Christ en croix adoré par deux donateurs du Gréco, l'exposition du corps de Saint Bonaventure de Zurbaran, le jeune mendiant de Murillo, le portrait de la marquise de la Solana de Goya. Toujours dans la région de Nyon, voici maintenant la collection des sculptures étrangères. La galerie Donatello a été ainsi dénommée parce qu'elle comprend entre autres des reliefs du sculpteur florentin et de son atelier, notamment une Madone en terre cuite peinte et dorée. L'enfant Jésus se détourne de sa mère comme s'il était appelé par son destin tragique hors du cadre même de l'œuvre de Donatello. Au début du XVIe siècle, en Allemagne, Gregor Erhardt réalise en bois de tilleul polychrome cette grande statue représentant Marie-Madeleine enlevée au ciel par les anges. La galerie Michel-Ange abrite deux célèbres statues qui devaient orner le tombeau que le pape Jules II avait commandé à l'artiste le plus réputé de son temps. Le projet initial ayant été abandonné au profit d'un monument plus modeste, Michel-Ange donna ces deux sculptures à l'exilé florentin Roberto Strozzi qui en fit hommage au roi de France. L'esclave rebelle et l'esclave mourant sont peut-être des personnifications des arts réduits à la servitude par la mort du pape qui les protégeait. Peut-être symbolise-t-il l'âme humaine asservie par la pesanteur du corps tentant de se déprendre de la matière. Mercure enlève Psyché à la terre pour la porter sur l'Olympe où elle va s'unir à l'amour. Le sculpteur hollandais Adrien de Vries, formé à Florence, a réalisé cette œuvre maniériste aux lignes serpentines sur commande de Rodolphe II pour le château de Prague. À l'autre extrémité de la même galerie, un chef-d'œuvre de Canova, sculpté dans le marbre en 1793, Psyché ranimé par le baiser de l'amour. Adolescent ailé, l'amour rappelle à la vie l'âme que les épreuves avaient jetée au seuil de la mort. Les peintures des écoles du Nord sont exposées dans l'aile Richelieu, de l'autre côté de la pyramide. Partout dans le palais du Louvre, la peinture occupe l'étage le plus élevé pour bénéficier d'un éclairage zénital par verrière. « 40 salles présentent près de 900 tableaux du XVe au XVIIe siècle. Des pays germaniques, des Flandres et de la Hollande. Dans son très célèbre tableau « La Vierge du chancelier Rollin », Jan van Eyck a représenté vers 1435 le donateur chancelier du duc de Bourgogne en prière. Tout est peint avec une minutie extrême. Le visage de Rollin, son costume, le jardin aux 30 variétés de fleurs, toutes identifiables, la ville, au fond, animée d'une multitude de personnages.
Van Eyck a été l'un des tout premiers peintres à utiliser l'huile pour lier les pigments. La précision prodigieuse des détails est mise au service d'une subtile conception d'ensemble et de toute une symbolique religieuse. Cet autoportrait est l'une des premières œuvres peintes par Dürer, figure majeure de la Renaissance allemande. Dürer a ici 22 ans. Le Louvre conserve 5 portraits peints par Hans Holbein le Jeune, achetés par Louis XIV, dont celui de l'humaniste Erasme. Le prêteur et sa femme par Quentin Metsys. Le tableau est signé et daté de 1514, sur le parchemin posé sur un livre au-dessus de la tête de l'épouse du prêteur. Il ne se réduit pas à une simple scène de genre. La balance dont se sert le prêteur peut symboliser la pesée des âmes lors du jugement dernier. Les Rubens du Louvre, 52 originaux, forment un des plus beaux ensembles de cet artiste au monde. 24 d'entre eux composent le récit mi-historique, mi-épique de la vie de Marie de Médicis, épouse d'Henri IV. Voici par exemple la naissance de son fils, le futur Louis XIII. Rubens a exécuté seul, en 3 ans, de 1622 à 1625, les 24 toiles immenses destinées à orner une galerie du Palais du Luxembourg que Marie venait de se faire construire. La salle du Louvre, où elles sont actuellement installées, a été conçue pour ce cycle prestigieux. Rubens est aussi l'auteur de tableaux intimes. Il représente ici sa seconde épouse, Hélène Fourment, avec ses enfants. Dans la suite des salles dédiées à la peinture hollandaise du XVIIe siècle, parmi lesquelles Frans Hals est représenté par son bouffon au luth, celle-ci réunit une douzaine de tableaux attribués avec certitude à Rembrandt, dont l'émouvante Bethzabée, saisie à l'instant où elle reçoit une lettre du roi David. Plus loin ont été organisés de beaux voisinages, scènes de genre de Terborch, le duo, de Vermeer, la dentelière, l'astronome, de Peter Dehors, la buveuse, arrière-cour d'une maison hollandaise, paysage, dont le plus célèbre est peut-être le coup de soleil par Ruysdael. Van Dyck, flamand formé dans l'entourage de Rubens, séjourna pendant 9 ans en Angleterre, où Charles Ier en fit son peintre ordinaire. Van Dyck exécuta de nombreuses effigies du roi, dont celle-ci peu conventionnelle. Il fonda l'école anglaise du portrait. Au XVIIIe siècle, le portrait de société intime, la conversation piece, est un genre à la mode où s'illustre Thomas Gainsborough avec sa conversation dans un parc en 1746-47. La collection des écoles du Nord comprend encore des œuvres de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe. Lady Macbeth somnambule de Fuseli, qui date de 1784. Paysage avec une rivière et une baie dans le lointain de Turner, tableau que l'artiste laissa volontairement à l'état d'esquisse vers 1845. L'aile Richelieu a été construite de 1852 à 1857 sur ordre de Napoléon III qui achevait ainsi le grand dessin formé par les Bourbons. Il s'agissait depuis longtemps de réunir le Louvre et les Tuileries du côté nord, comme Henri IV l'avait fait au sud. Les Tuileries brûlèrent en 1871 pendant la Commune et furent détruites par la suite. Le projet Grand Louvre a consisté pour l'une de ses phases à transformer en musée des locaux occupés auparavant par le ministère des Finances. Les façades ont été restaurées, l'intérieur a été restructuré en fonction du programme muséographique.
Au dernier étage, le département des peintures a installé les collections que nous venons de parcourir. Au-dessous, le département des objets d'art expose non seulement les œuvres précieuses du Moyen-Âge, mais aussi des émaux, de l'orfèvrerie, des faïences, des bronzes, des verres, des tapisseries, des meubles de la Renaissance. Une grande salle a été conçue pour déployer une célèbre tenture figurant les 12 mois de l'année tissés à Bruxelles entre 1531 et 1533 d'après les cartons de Bernard Van Orley. Les 12 pièces de la tenture représentent des scènes de chasse à l'oiseau, au cerf et au sanglier. On appelle cet ensemble de tapisseries les chasses de Maximilien parce qu'on a longtemps cru qu'un des cavaliers était l'empereur Maximilien Ier. Un des chiens qui attaque l'énorme sanglier est protégé par la jaque, un manteau matelassé. Au XVIe siècle, les objets en émail peint connaissent une grande vogue. Léonard Limosin a porté cette technique difficile à sa perfection en exécutant notamment les portraits de personnages de la cour. Ici, celui d'Anne de Montmorency, connétable de France, ami d'Henri II. Les collections de ce département, en constante évolution, comprennent des ensembles tels que la chambre de Madame Récamier ou la grande donation récente Grog-Carven. Suivant le principe du partage des périodes entre le Louvre et le musée d'Orsay, le département interrompt ses collections en 1848. Avec une très notable exception, cependant. Les fastueux appartements Second Empire, affectés au ministère d'État sous Napoléon III, puis au ministère des Finances de 1871 à 1989, sont aujourd'hui intégrés dans le département des objets d'art. Au rez-de-chaussée de la région Richelieu, autour des grandes cours couvertes de verrières, la sculpture française est disposée chronologiquement. 33 salles permettent de suivre son évolution depuis le 7e siècle. Une partie de la collection vient du musée qu'Alexandre Lenoir avait constitué, pendant la Révolution, dans l'ancien couvent des Petits Augustins pour abriter les œuvres saisies dans les communautés religieuses, puis chez les émigrés. Une autre partie est due à une active politique d'acquisition qui s'est développée surtout à partir de la fin du XIXe siècle. Huit figures encapuchonnées soutiennent de leurs épaules une dalle sur laquelle repose un chevalier allongé, les mains jointes pour une prière. Ce monument est celui du seigneur de la Roche-Pau. Avant d'être chambellan du roi Louis XI, Philippe Pau avait été sénéchal du duc de Bourgogne. Il a commandé son tombeau en 1480, 13 ans avant sa mort. Diane Chasseresse ornait sans doute une fontaine du parc du château d'Annay, somptueuse demeure édifiée pour Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II. C'est la plus ancienne sculpture statuaire de jardin conservée en France. Germain Pilon a sculpté pour la chapelle funéraire d'Henri II et de sa descendance cette grande statue de marbre. Le Christ ressuscité se dresse entre deux soldats romains endormis. Les salles du XVIIIe siècle présentent parmi beaucoup d'autres des œuvres de Houdon, Diane Chasseresse, buste de Voltaire, de Falconet, la baigneuse. La couverture par une immense verrière de l'ancienne cour dite du ministre a permis de réunir et d'abriter les sculptures exécutées pour le parc de Marly. Louis XIV avait fait bâtir dans le site boisé de Marly un petit château plus intime que ne l'était Versailles. À l'extrémité du domaine, l'abreuvoir en arc de cercle était dominé par deux gigantesques statues équestres qu'Antoine Coisevaux sculpta pour exalter la gloire du roi. Une quarantaine d'années plus tard, les chevaux fougueux retenus par des palefreniers, œuvre de dimensions exceptionnelles réalisée par Guillaume Coustou, vinrent remplacer sur les mêmes socles les chevaux de Coisevaux
avant de rejoindre ceux-ci sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Les 4 chefs-d'œuvre sont entrés au Louvre en 1984. Des surmoulages ont été installés place de la Concorde. Les dénivellations créées dans l'ancienne cour du ministère produisent des effets de terrasse qui conviennent à les œuvres conçues pour un parc. En outre, cette disposition permet le passage d'une cour à l'autre. Moins grande que la cour Marly, la cour Puget tient son nom des œuvres du sculpteur Pierre Puget qui y sont exposées. Son Milon de Crotone a été envoyé en 1683 à Versailles. Il y fut bien accueilli alors qu'il s'opposait par le thème et par le style à l'art qui avait les faveurs du roi et de la cour. Milon, athlète vieillissant, se trouve prisonnier d'une souche qu'il voulait fendre à main nue. Un lion le dévore. Ornement de résidence royale, les collections de sculptures ne furent que progressivement considérées comme des collections spécifiques. Il en va tout autrement des tableaux du roi. Ils constituent le fonds initial du département des peintures. L'école française représente plus de la moitié des œuvres conservées par ce département. 700 tableaux d'artistes français environ sont exposés dans 80 salles. Au début vient le portrait royal, celui de Jean le Bon, futur roi de France en 1350, père de Charles V. Un siècle plus tard, avec son Charles VII vu à mi-corps et presque de face, Jean Fouquet instaure un modèle que Jean Clouet reprendra vers 1530 pour un portrait de François Ier. L'école d'Avignon, au XVe siècle, produit des œuvres d'une expressivité intense. Dans la Pietà de Villeneuve, Enguerrand Carton dispose le chanoine donateur à gauche, de telle sorte qu'il ne regarde ni la scène sacrée, ni le spectateur, comme s'il n'avait des saints personnages qu'il côtoie qu'une vision intérieure. Le XVIIe siècle français est représenté par une longue série de chefs-d'œuvre. Le tricheur à l'as de carreau de Georges de Latour. Le jeune homme riche, à l'air naïf, qu'on voit à droite, va se faire plumer au jeu. Tout près, la famille de paysans dans un intérieur. Ce tableau est de l'un ou de plusieurs des frères Lenain. La dignité des personnages appelle la même attention grave de la part du spectateur. Claude Gelée, dit le Lorrain, compose à partir d'architecture romaine des paysages imaginaires comme autant de scènes destinées à capter les effets lumineux des différentes heures du jour. Poussin, romain d'adoption lui aussi, médite sur des épisodes bibliques, ici sur le jugement de Salomon. Dans ses dernières années, atteint par la maladie, il mène en 4 célèbres tableaux une réflexion qui porte à la fois sur de grands moments de la Bible, sur le cycle des saisons et sur les âges de la vie. Le portrait du chancelier Séguier, par Charles Lebrun, témoigne d'un goût pour l'apparat que l'effigie de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud porte à son comble. Sous la Régence, après les pompes du grand siècle, les plaisirs légers et nostalgiques font le thème de tableaux de Watteau. Tel est le cas du pèlerinage à l'île de Cythère, où l'on ne saurait décider si les pèlerins s'embarquent pour l'île de l'amour ou bien s'ils la quittent. Parmi les personnages des fêtes galantes et ceux de la Commedia dell'arte,
Pierrot se dresse, les bras ballants, énigmatiques, tandis que l'œil d'un âne fixement nous regarde. Fragonard, brillante et preste dans le portrait. Ici, celui de Diderot. Fragonard magistral dans le tableau intitulé « Le verrou », que traverse une grande diagonale aboutissant à la pomme de la tentation. Chardin, par qui les objets d'usage quotidien accèdent silencieusement à la pure présence. Cet autoportrait de Chardin est un pastel. Il est trop fragile pour être exposé longtemps. Le département des arts graphiques conserve actuellement plus de 130 000 œuvres sur papier. Miniatures, dessins, aquarelles, pastels, cartons préparatoires, carnets d'artistes, auxquels s'ajoutent les 40 000 estampes et dessins de la collection Edmond Rothschild. Ces pièces, très sensibles à la lumière, sont consultables dans la grande salle du cabinet des dessins. Elles font l'objet d'expositions temporaires selon des thèmes variés. Et diverses salles sont aménagées parallèlement à celles de peinture pour leur présentation par roulement. Par exemple ici dans cette longue galerie dont les oculi donnent sur la colonnade de Perrault. La peinture française de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe occupe la suite des salles du deuxième étage de la cour carrée. Les grands formats de cette même période attirent les visiteurs par milliers chaque jour dans les fameuses salles rouges de l'aile Denon. Le Serment des Horaces de Louis David exalte les vertus d'intrépidité, d'abnégation et de patriotisme des anciens Romains que l'éthique révolutionnaire adoptera bientôt. Le tableau est de 1784. Il marque les débuts de l'école néoclassique. De Louis David également, le sacre de l'empereur Napoléon Ier. Pour célébrer l'événement qui a eu lieu en 1804 à Notre-Dame de Paris, le peintre retient le moment où l'empereur couronne son épouse Joséphine en présence du pape Pie VII et d'une centaine de personnages précisément identifiés. Parmi les tableaux très célèbres de la salle dédiée au mouvement romantique, le radeau de la Méduse de Géricault montre l'instant où les rescapés d'un naufrage aperçoivent à l'horizon le navire qui peut-être les sauvera. La liberté guidant le peuple de Delacroix évoque sur un mode allégorique les journées révolutionnaires de juillet 1830. Comme dans le radeau de la Méduse que Delacroix estimait, le monde des vivants se dresse au-dessus de l'espace des morts. Ingres, admirateur des Florentins du XVe siècle et de Raphaël, deviendra à son tour une référence pour Picasso et pour l'art du XXe siècle. Corot, attaché à la théorie classique du paysage idéalisé, est en même temps un maître du réalisme, avec ses études peintes en plein air. Souvenir de Morte Fontaine. Souvenir nostalgique d'une peinture révolue. Corot, peintre ingénu et savant, détaché dès qu'il le veut de son immense culture visuelle, se mesure ici tranquillement à Léonard de Vinci. Il n'y a pas d'artiste qui n'ait confronté son travail aux œuvres de ses prédécesseurs. Le Louvre appelle de notre part aussi un regard actif
pour que l'art du passé soit vivant. Sinon, ce ne sont que choses lointaines, fenêtres closes, grilles fermées sur la nuit des temps. L'héritage dont nous avons la charge et la jouissance nous est parvenu sans mode d'emploi pour un usage sans cesse réinventé.